Suite de la théorie sur l'optique ondulatoire, cette fois-ci, on s'attaque à la diffraction. La diffraction, c'est lorsque la lumière traverse une petite ouverture. Alors, la lumière traverse une petite ouverture, elle va diffracter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va s'étendre dans toutes les directions. C'est un principe qu'on avait utilisé dans la démonstration pour l'expérience de Young. On avait une onde qui avait frappé deux fentes minces, et en sortant des fentes minces, c'est comme si les deux fentes étaient des sources ponctuelles, mais ça, c'est dû à la diffraction. Plus une ouverture est mince, plus la fente est mince, plus l'effet de la diffraction est important. Donc, on aurait une grande fente, entre guillemets, là. À gauche, la fente est quand même relativement mince. On a un phénomène de diffraction, donc l'onde s'étend un petit peu, pas nécessairement dans toutes les directions, mais elle s'étend un petit peu par rapport à comment elle était au début. Si la fente est plus mince, l'effet de la diffraction est plus important, donc l'angle, le cône va être plus large, si vous voulez, à la sortie. Si la fente était très, 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 très petite, mais ce cône à la sortie là, aurait un angle de 180 degrés. Donc nous, c'est ce qu'on avait assumé quand on a fait notre analyse de l'expérience de Young. On a assumé que les fentes étaient, dans le fond, tellement minces que l'onde qui en sortait était émise dans toutes les directions. Dans toutes les directions avec la même intensité, mais on va voir dans cette section-ci de matière que ce ne sera pas toujours le cas. Alors, il y a un petit espace blanc en haut dans le texte, là, c'est normal, c'est parce que j'avais écrit que la lumière traverse, quand la lumière traverse une petite ouverture, elle diffracte, mais c'est vrai aussi à l'inverse. Donc, si la lumière vient frapper un mur avec une petite fente, il y a de la diffraction, mais si la lumière passe dans l'air et qu'il y a un petit obstacle, elle va diffracter aussi. En fait, c'est ce qu'on avait sur l'image dans la tête ici, là. Donc, c'était pas de la lumière qui traversait une fente mince, c'est la lumière qui venait frapper un petit objet. Et on remarque qu'après ça, on a un cône, là, donc l'onde part de façon plus étendue qu'elle était au départ. Mais on remarque pas juste ça aussi, c'est que on remarque que c'est comme si chaque extrémité de l'objet agissait comme une source ponctuelle. Alors ici, c'est comme si on avait l'expérience de Young avec deux fentes, hein. On a une source en haut, une source en bas. Donc il va y avoir des directions, dont la direction centrale, qui vont être maximales, et il y a des directions entre les directions maximales où l'intensité va être minimale. Donc assez surprenant, une onde vient frapper un obstacle et pile vis-à-vis de l'obstacle, on a un maximum d'intensité. Ben, c'est un phénomène qu'on observe avec les ondes qui ne s'expliquerait pas sans les ondes. Donc encore une fois, ça va prouver que la lumière est une onde. C'est aussi donc, si ça fonctionne avec les ondes, ça ne fonctionne pas juste avec la lumière, là. Si vous placez un obstacle, il y a quelqu'un derrière l'obstacle qui parle, vous êtes ici, vous allez l'entendre quand même. Donc c'est un peu le même principe ici. Donc si je reviens à où on était, si la lumière traverse une petite ouverture ou qu'elle frappe un petit obstacle, il va y avoir de la diffraction. Plus l'ouverture ou l'obstacle est petit par rapport à la longueur d'onde, c'est toujours la longueur d'onde de la référence, là. Si on est petit par rapport à la longueur d'onde, la diffraction va être plus importante. Dans ce cours, on va se limiter aux ouvertures, là, même si c'est le même principe un petit peu avec les obstacles. En fait, les calculs d'intensité vont être un petit peu différents, mais sinon la même logique là, de maximum-minimum va s'appliquer là, autant avec un obstacle qu'avec une ouverture. On va se limiter aux ouvertures. Il y a deux catégories de diffraction. Juste avant qu'on aille plus loin, je voulais les nommer. Alors, on a la diffraction de Fraunhofer et la diffraction de Fresnel. Ces diffractions de Fraunhofer, il y a deux critères à respecter. Premier critère, la source doit être très loin des fentes. Et deuxième critère, l'écran ou l'observateur doit être très loin des fentes. Là, je dis des fentes, ça pourrait être juste une fente aussi, là, donc peu importe. Quand on a fait l'expérience de Young, donc avec deux fentes très minces, la source était super loin, à gauche des fentes, donc l'onde qui avait frappé les fentes, c'était une onde plane, et l'écran était super loin à droite. Donc les rayons qui quittaient les fentes étaient pratiquement parallèles. Alors les deux critères avaient été respectés. On avait considéré, si vous voulez, que c'était une diffraction de Fraunhofer qu'on avait. Diffraction de Fresnel, c'est quoi? Ben, c'est essentiellement c'est n'importe quel phénomène de diffraction qui ne respecte pas les critères de la diffraction de Fraunhofer. Donc dans les cas de diffraction de Fresnel, c'est les mêmes principes qui s'appliquent, sauf qu'on va moins pouvoir faire d'approximation, là. Donc, on ne pourrait pas approximer que les deux rayons qui quittent sont parallèles, donc il faudrait construire des angles différents. Puis là, les mathématiques sont
plus difficile, on a besoin d'utiliser plus de géométrie, mais c'est quand même la même physique là, qui est sous-jacente. Donc dans le cas du cours, on va pas mal se limiter au cas de diffraction de Fraunhofer. Maintenant, je le mentionnais tantôt que la lumière frappe un obstacle, hein. La partie de la lumière qui arrive en haut puis la partie qui arrive en bas pouvait interférer, mais si c'est vrai avec un obstacle, c'est vrai avec une fente mince aussi. Pourquoi? C'est parce qu'une seule fente, quand la lumière passe au travers, ben, il y a des bouts des rayons qui viendraient du haut de la fente, il y a des rayons qui viendraient du bas de la fente, il y a des rayons qui viendraient plus proches du milieu, moins proches du milieu, etc. Et qui vont, en atteignant l'écran à, à l'autre extrémité, là, complètement à droite, vont avoir parcouru des chemins qui peuvent être un petit peu différents. Alors, si on a deux rayons qu'il y en a un qui a parcouru une demi-longueur d'onde de plus, comme c'est le cas des rayons 3 et 4 sur le schéma, ben ça va faire que le 3 serait par exemple à son maximum, alors que le 4 serait à son minimum, parce que le 4 a fait une demi-longueur d'onde, donc un demi-cycle de plus. Donc ça veut dire qu'ils vont s'annuler, et si tous les rayons s'annulent de la sorte, mais on va avoir un minimum. Donc, il y aurait, même si la lumière diffracte, donc va dans toutes les directions, mais il y a des directions qui n'auront pas d'intensité, puis il y a des directions que l'intensité va être maximale. Et justement, quelles sont les directions où l'intensité est nulle, où l'intensité est maximale? C'est ce qu'on va analyser à l'instant. Alors, je vais utiliser une logique un peu similaire. Je vais prendre la fente et je vais la diviser en plusieurs petites sources, puis on va faire l'interférence de ces petites sources-là. Alors, on a une fente. La fente a une largeur A. Ça va être important, juste avant qu'on aille plus loin, là, de bien identifier les termes pour qu'on se comprenne bien. Quand on a plus qu'une fente, D minuscule, c'est la distance entre les fentes, et A, c'est la largeur des fentes. Donc, avec l'expérience de Young qu'on avait vu précédemment, D était la distance entre les deux fentes, puis on avait assumé que la fente était super mince, mais plus tard, on va considérer les deux effets en même temps. Là, parce que quand il y a de l'expérience de Young, donc l'interférence de deux fentes, mais chacune des fentes fait de la diffraction. Donc chacune des fentes interfère avec elle-même de la même façon qu'on va le voir ici. Donc là, on regarde juste une fente, mais après ça, on va combiner avec plusieurs fentes de largeur non nulle, disons. Alors, je divise la fente en différentes sources ponctuelles. Ici, j'en ai mis 8. Là. On va dire que la source 1 est en haut, puis la source 8, c'est celle du bas. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. C'est sûr qu'en théorie, il faudrait diviser la fente en une infinité de petites sources, infiniment petites, là, une infinité de sources ponctuelles. Mais bon, vous comprendrez que je ne serai pas en mesure de dessiner une infinité de petits points. J'en fais juste 8, ça va être suffisant pour comprendre le principe. Et là, on ne va pas regarder comment les 8 sources vont interférer entre elles, parce que ce serait comme un peu trop compliqué. On va y aller par paire. Donc la source 1, je pourrais la mettre en paire avec la source 5. Donc la source 1 qui est celle qui est complètement en haut. La source 5, c'est celle qui est en haut de la deuxième moitié, si on veut. Si on divise la fente en deux, il y a les sources 1 à 4 en haut, 5 à 8 en bas. Donc 1, je peux la pairer avec 5, 2 avec 6, 3 avec 7, 4 avec 8. Donc, pourquoi on va faire ça? C'est que si je sais comment interfèrent les sources 1 et 5, ben 1 et 5 vont avoir la même différence de parcours que 2 et 6, 3 et 7, 4 et 8. Puis là, si je l'avais divisé en une infinité de sources ponctuelles, à chaque point existe un point équivalent dans l'autre moitié de la fente. Donc, on va faire juste une paire et ça va faire l'ensemble des points du même coup par symétrie. Alors, on a deux rayons, donc le rayon 1 et le rayon 5, qui ont qui sont parallèles l'un avec l'autre parce qu'on est dans un cas de diffraction de Fraunhofer, donc l'écran est très très loin par rapport à la largeur de la fente. Par la suite, donc cet angle, comme ils sont parallèles, on peut tracer une perpendiculaire qui va nous mettre en évidence la différence de parcours. Donc ici, comme on est un petit peu plus haut que le centre, le rayon 5 va parcourir un chemin un petit peu plus long. Et la longueur de ce delta, la longueur de ce parcours supplémentaire va dépendre de l'angle θ qui est à l'intérieur du petit triangle rectangle. L'interférence va être destructive. Là, ici, on va s'attaquer à l'interférence destructive seulement.
techniquement, c'est un petit peu plus facile à trouver, c'est quand que tout s'annule, que c'est quand que tout s'additionne de façon parfaitement constructive. Alors, on va trouver seulement où sont les minimums, puis quand on a trouvé les minimums, on s'entend que les maximums vont être entre les minimums, tout simplement. Alors, l'interférence va être destructive si le déphasage entre la source 1 et la source 5 est un multiple demi-entier de 2π, c'est-à-dire un multiple entier impair de pi, tout simplement. Alors, ce déphasage-là, il est dû à quoi? Ben, il n'est pas dû aux sources, parce que les sources 1 et 5, en fait, c'est des parties de la même onde qui venaient de très loin à gauche. Il n'y a pas eu de réflexion non plus, donc le déphasage est seulement dû à la différence de marche, à la différence de parcours entre les rayons 1 et 5. Cette différence de parcours, ben, c'est le nombre d'ondes K, c'est-à-dire 2π sur lambda, fois la différence de parcours. Donc en fait, K fois la différence de parcours, ça nous fait le déphasage dû à la différence de parcours. C'est ce qu'on a ici. 2π des deux côtés, ça s'annule. On envoie lambda à droite. Alors pour avoir une interférence destructive, la différence de parcours doit être un nombre demi-entier de longueur d'onde. Donc on doit faire une demi-longueur d'onde de plus. 5 doit faire une demi-longueur d'onde de plus que 1 ou 1 et demi ou une demi de moins aussi, ça serait possible. Il faut qu'il y ait une différence d'une moitié de longueur d'onde qui traîne en excès un rayon par rapport à l'autre. Donc essentiellement, c'est la même logique qu'on avait faite avec l'expérience de Young, sauf qu'au lieu d'avoir une interférence destructive entre deux fentes, ben c'est entre deux parties de la même fente. Maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est à quoi vaut delta, donc c'est quoi la longueur de cette différence de parcours. Ben, si on utilise le petit triangle rectangle là, dans la fente, on a que le sinus de l'angle est égal à son côté opposé, donc la différence de parcours qu'on cherche, sur l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, c'est la moitié de la largeur de la fente, là, entre 1 et 5, ou entre 2 et 6, ou entre 3 et 7, ou entre 4 et 8. On a la moitié de la fente, donc A sur 2. Si on isole delta, c'est égal à A sur 2 fois sinus de θ. On met ça à droite, et ce qu'on observe, après avoir multiplié par 2, A fois sinus de θ doit être égal à 2m plus 1 fois lambda si on veut une interférence destructive. Ce que ça veut dire, c'est que quand on se place sur l'écran, qui serait très 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 loin, si on veut qu'il y ait une interférence destructive, donc on veut que tous les rayons s'annulent, en fait, tous les rayons est annulé par un rayon dans l'autre moitié de la fente, bien ça va être valide seulement si l'angle θ fait en sorte que A fois sin θ est égal à un multiple impair de longueur d'onde. Parce que la parenthèse 2m plus 1, mais ça va nous donner un nombre entier impair. Donc je vais réécrire d'une différente façon. Je vais dire qu'on a une interférence destructive si A fois sinus de θ est égal à un nombre entier de lambda si le nombre entier en question est impair ou négatif. Là, ça serait le même principe. On s'entend c'est positif quand on est en haut sur l'image, mais ça serait négatif si on est en bas. Alors, à chaque fois que A fois sinus θ, c'est un nombre impair de longueur d'onde, on a une interférence destructive. On vient de prouver ça. Mais maintenant, est-ce que c'est la seule façon? Parce que ça, c'est la façon que chaque point est annulé par un point dans l'autre moitié. Mais il y a peut-être des endroits où que le point 1 est annulé avec le point 2, par exemple. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'autre moitié pour être annulé. Donc, ce n'est pas tous les minimums qui sont représentés par cette équation, mais nécessairement, si A sin θ est égal à un nombre entier fois lambda, ça c'est sûr que c'est un minimum parce que tous les points sont annulés. Donc comment on pourrait trouver les autres façons d'annuler tous les rayons? Mais au lieu de diviser la fente en deux, puis que chaque point correspond à un point dans l'autre moitié, on va la diviser en 4. Donc si je mets 1 et 2 ensemble, 3 et 4 ensemble, 5 et 6 ensemble, 7 et 8 ensemble, ben, je vais prendre un point, donc le point 1, puis je vais le mettre en paire, je vais le coupler avec son point équivalent dans le quart d'à côté. Donc si 1, je le couple avec 3, puis que les deux s'annulent, mais ça veut dire que 2 et 4 s'annulent. Ça veut dire que 5 et 7 s'annulent, ça veut dire que 6 et 8 s'annulent. Encore une fois, la logique qu'on fait en disant la fente en 8 fonctionnerait si on la divise en n'importe quel nombre. On la divise en une infinité, ça marcherait. À chaque point va correspondre à un point dans le quart de la fente à côté.
Alors, les rayons 1 et 3 partent de façon presque parallèle. Ça va faire qu'il va y avoir une petite différence de parcours qu'on va pouvoir trouver avec l'angle qui est à l'intérieur du triangle rectangle. Donc, c'est la même logique, mais en 2 fois plus petit. L'interférence va être destructive selon la même logique. Donc, si le déphasage entre les deux rayons est un nombre demi-entier de 2π, c'est juste dû à la différence de parcours, les 2π s'annulent, on envoie le lambda de l'autre côté. Donc, toute la même logique est la même. Toute la même logique est la même, c'est la même chose, ouais, je me répète. Et la seule chose qui va changer, en fait, c'est la valeur de delta. Donc, au lieu d'être sinus θ qui était égal à delta sur A sur 2, comme tantôt, mais là, ça va être sur A sur 4. Parce que dans le fond, l'hypoténuse ici, la distance entre les sources 1 et 3, c'est le quart de la largeur de la fente. Alors, quand on isole delta, ben, la différence de parcours, c'est égal au quart de la largeur de la fente fois le sinus de θ. On substitue ça à droite. On va faire x4 des deux côtés pour avoir la même forme qu'on avait tantôt. Donc, a fois sinus de θ égale. Encore une fois, on a a fois sinus de θ égale un nombre entier fois lambda. Mais le nombre en parenthèse, 4m plus 2, c'est plus un nombre impair. Cette fois-ci, c'est un nombre pair. Donc, a fois sinus θ, si c'est égal à un nombre pair de lambda, ben, on va avoir une interférence destructive. Mais est-ce que c'est tous les nombres pairs? Il faut faire attention. Parce que là, les valeurs de m majuscule, on peut les trouver. On a juste à mettre plein de valeurs de m minuscules. Donc, 4 fois 0 plus 2, ça fait 2. 4 fois 1 plus 2, ça fait 6. 4 fois 2, ça fait 4 fois 2, 8 plus 2, ça fait 10. 4 fois 3, 12 plus 2, 14. Donc, on remarque que, puis même chose si on avait des petits m négatifs. Tantôt, on avait tous les m majuscules impairs. Là, on a tous les m majuscules pairs, sauf les multiples de 4. Donc, dans le fond, on a la moitié des nombres pairs. D'accord? Donc, a sin θ, si c'est un nombre entier fois la longueur d'onde, puis que le nombre entier-là est soit impair ou soit pair, sauf un multiple de 4, ça fonctionne. C'est un minimum. Ben, il y aurait sûrement une manière d'aller chercher les valeurs qui nous manquent, là, le plus ou moins 4, le plus ou moins 8, le plus ou moins 12, le plus ou moins 16, etc. Comment on va faire ça? Ben, au lieu de diviser notre source en 2, au lieu de la diviser en 4, on va diviser la fente en 8. Et à chaque source, on va y attribuer une source dans le huitième de la fente à côté. Donc, si je vais faire 1 avec 2, on ferait la même logique 3 avec 4, 5 avec 6, 7 avec 8. Même logique, les rayons partent, on a une différence de parcours qui va être égale dans ce cas-ci à a sur 8 fois sinus de θ. On substitue ça dans notre équation à droite. Donc, a sur 8 fois sinus de θ, ça doit être égal à un nombre demi-entier de longueur d'onde, si on veut que ce soit destructif comme interférence. On fait fois 8 des deux côtés. A sin θ est égal à 8m plus 4 fois lambda. Donc, le nombre en parenthèse, c'est quoi? C'est un nombre entier encore une fois. Ça va être un nombre pair, mais cette fois-ci, ça va être un multiple de 4. Mais ça ne sera pas un multiple de 8. Donc, les nombres qui vont fonctionner ici, c'est plus ou moins 4, plus ou moins 12, plus ou moins 20, plus ou moins 28. On récapitule. Quand on divisait la fente en deux moitiés égales, puis qu'à chaque point, on correspondait un point dans la fente, dans l'autre moitié de la fente, pardon, on avait a sin θ égale à un nombre impair fois lambda. Quand on a divisé en 4, donc 1 était avec 3, 2 avec 4, 5 avec 7, 6 avec 8. Quand on divisait en 4, on avait un nombre pair sauf multiple de 4. Maintenant, on a divisé en 8, on a un nombre pair qui est multiple de 4, mais qui n'est pas multiple de 8. Si on divisait en 16, ben là, on aurait eu les multiples de 8, mais pas les multiples de 16. Si on avait divisé en 32, on aurait eu les multiples de 32, mais pas les multiples de 64. Vous comprenez la logique? On peut diviser un nombre infini de fois. On va tomber à la longue sur tous les entiers pour la valeur de m majuscule, sauf 0. C'est la seule valeur qu'on n'atteindra jamais. Donc, on a fait les impairs, on a fait les multiples de 2 qui n'étaient pas des multiples de 4, on a fait les multiples de 4 qui n'étaient pas des multiples de 8, et ainsi de suite, mais 0 ne sera jamais atteint. Alors, si on résume, l'interférence est destructive. On va avoir un minimum sur notre écran si cette équation-ci est respectée. Donc, si l'angle fait en sorte que a fois le sinus de l'angle est égal à un nombre
entiers de longueur d'onde pour tous les entiers sauf m est égal à 0. Pourquoi sauf m est égal à 0? C'est pas juste que mathématiquement on ne l'a pas obtenu, c'est m égale à 0, c'est-à-dire dans notre équation ici, θ est égal à 0, donc c'est le centre. Mais dans le centre, c'est nécessairement un maximum. Pourquoi? Ben, ça serait facile de prouver qu'au centre, on a un maximum. Le point complètement en haut, on peut le mettre en paire avec le point complètement en bas. Le point qui est juste en dessous, on peut le mettre en paire avec le point qui est juste au-dessus, et ainsi de suite. Donc, par symétrie, tous les rayons, le rayon qui part du haut, le rayon qui part du bas, et ainsi de suite, vont faire le même parcours. Donc, ils vont toujours interférer de façon constructive. Ça ressemblerait à quoi sur un écran si on regarde la figure d'intensité? Donc, l'intensité ressemblerait à ça. Donc, ce qu'on disait, une fente mince fait en sorte que la diffraction fait en sorte que l'onde va partir dans toutes les directions, mais comme elle interfère avec elle-même, parce qu'on a plein de sources infiniment petites, oui, la lumière part dans toutes les directions, mais pas avec la même intensité. Au centre, on a un maximum, mais à certains endroits bien précis, on a des minimums. Nous, on a trouvé comment localiser les minimums. Donc, c'est les valeurs des grands M entiers, les grands M qui sont entiers, sauf 0. Donc, si on remarque le 0 qui est au centre, c'est un maximum. En fait, c'est le maximum principal. Ça va être l'endroit qui va être le plus intense sur l'écran. C'est là qu'il va y avoir le plus de lumière. Si on observe un écran, parce que là, clairement que ça ne sera pas. Si on envoie de la lumière au travers d'une fente, puis on observe le résultat sur un écran, c'est pas un graphique d'intensité qu'on va voir, c'est juste de la lumière. Mais ça va ressembler à ça ici. Donc, plus on est proche du centre, plus c'est lumineux. Plus on s'éloigne, moins c'est lumineux. Ça, c'est à cause de la diffraction. Quand on dit qu'il va dans toutes les directions, ben, plus les angles sont grands, plus l'intensité est faible. Et on remarque que à grand M est égal à 1, on a un min, donc il n'y a pas de lumière ici. À grand M égale 2, pas de lumière ici. Grand M égale 3, pas de lumière. Même chose pour les négatifs. Donc tous les nombres entiers tombent à des angles, à des directions qui correspondent à des min, sauf l'entier M égale à 0. Donc ici, comme il n'y a pas de min au centre, ça fait que la tache lumineuse au centre est 2 fois plus large que les autres. Parce que les autres vont d'un nombre entier à un autre nombre entier, donc ils ont toutes la même largeur, ou presque, là. En fait, c'est le côté opposé, puis c'est par géométrie, donc c'est pas exactement les mêmes distances, là, mais plus on est loin, plus c'est similaire, là. Mais au centre, nécessairement, la, la, la tâche centrale, ce qu'on appelle le maximum central de diffraction, est plus large que les maximums subséquents.